Bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps d'échange en mode webinaire qu'on a intitulé Comité de programmation et comité de jeunes. Quelle synergie pour un projet artistique et culturel et pour un territoire? Juste pour vous resituer, cette idée, elle vient de messages qui ont circulé sur notre liste de discussion intitulée Jeunes publics, où des premières questions et des envies de partage ont émergé sur cette liste. La bobine qu'on va retrouver via Mathilda avait répondu en proposant de les contacter directement. Et vu l'engouement, on s'est dit autant proposer un temps plus large d'échange et voilà, d'inviter aussi Luna Lippi de l'Inconnu et Margot Barré du Labo des Cultures. On va se présenter très très rapidement dans les instants qui vont suivre. Mais autant en faire un temps plus ouvert, comme ça on pourra échanger toutes et tous ensemble. Donc, ce temps a été construit dans l'idée aussi de pouvoir partager la parole, de respecter les temps de parole de chacun et chacune. Sentez-vous libre aussi d'intervenir, de demander la parole, de poser des questions, d'exprimer des idées, de partager des projets. Ce temps est fait pour ça. Et je vais vous expliquer un peu le déroulé, mais il y a de l'espace qui est prévu pour ça. Voilà, et nous tâcherons aussi d'être respectueuses des uns, des unes, des autres et d'échanger dans ce climat-là. Nous allons tout d'abord présenter nos trois intervenantes. Je vais leur demander de se présenter, de nous présenter leurs fonctions, qui elles sont et quelles fonctions elles occupent, et de nous présenter en quelques mots leur structure, comme si on ne les avait jamais rencontrées ou pas connues, sur quel territoire elles sont, quelles sont les spécificités de leur structure, pour qu'on puisse imaginer et situer au mieux vos propos et la suite des échanges. Mathilda Fayard, je te passe la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Du coup, je m'appelle Mathilda, je travaille à la Bobine. On est un lieu culturel qui est basé à Grenoble. C'est un lieu qui, à la base, était un lieu de musique actuelle et qui, petit à petit, s'est étoffé de plein d'autres, programmations. Et la spécificité de notre lieu, c'est que toute la programmation est, faite par des commissions de bénévoles, y compris donc la commission de programmation jeune public dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui. Mais, c'est vraiment un positionnement fort de notre structure et donc vous allez voir, ça je spoil un peu la suite, mais ça va se nourrir aussi entre les commissions et tout le fonctionnement avec la vie associative de la Bobine, quoi. Voilà, et du coup, on a une programmation, de musique actuelle très forte, mais aussi des spectacles d'art de la rue, des spectacles jeunes publics, des expos, des scènes ouvertes. Enfin voilà, on a une programmation pluridisciplinaire, voilà, en quelques mots. Et quelle est Et ta moi, mon fonction poste, au oui, sein de... tout à fait. Et moi, mon poste, c'est de coordonner donc la vie associative de la Bobine et les commissions de programmation liées au spectacle. Donc, spectacle jeune public, spectacle d'art de la rue, en fait, toutes les commissions qui ne sont pas spécifiquement musicales. Merci. Luna, se situe l'inconnu et qui fais-tu? Qui fais-tu? Qui fais-toi? Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Luna, je suis en charge de la médiation culturelle à l'Inconnu, qui est une scène de musique actuelle qui est située à côté de Bordeaux, donc dans la ville de Talence et dans un quartier prioritaire de la ville. C'est, une association qui existe depuis un moment, donc ça va bientôt faire 40 ans que l'association existe. Donc du coup, nous, on est une structure assez large, c'est-à-dire qu'on fait des concerts, mais on a une toute petite salle de concert qui fait 160 places. C'est pas forcément notre cœur de projet. On développe plein de choses autour. On a une école de musique, des studios de répétition, un studio d'enregistrement. On fait de l'accompagnement à la scène locale, donc plein de choses. Et moi, ma fonction là-dedans, c'est de faire de la médiation culturelle et je porte un gros projet à destination des jeunes du quartier et qui est en train d'évoluer petit à petit. Donc, je ne spoil pas non plus, mais voilà, on va en parler tout à l'heure. Merci Luna. Margot. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Margot Barreit. Je suis chargée des projets d'interaction culturelle au sein de l'association Le Labo des Cultures, qui est basée à Bordeaux et aussi dans l'Aude en Occitanie. L'association, elle a été conçue avec la volonté de faciliter les interactions entre les arts, les personnes et des territoires, et aussi avec la volonté de renouveler des approches classiques et les supports traditionnels de médiation culturelle. En
pensant les processus et les parcours de médiation à la même échelle que la création artistique et plus en bout de chaîne, et notamment en s'appuyant sur les droits culturels et l'éducation populaire. Donc, pour faire cela, on accompagne notamment des structures, mais pas que. Et donc, c'est pour cela aujourd'hui que je suis là. Merci beaucoup, Margot. Et donc, moi qui ai oublié complètement de vous saluer, je suis Stéphanie Jean-Marski, je travaille donc à la Fédélima. Et sur les questions plus spécifiquement de pratiques artistiques et culturelles, d'égalité et de diversité. Nous allons donc procéder en première partie où on va s'appuyer sur le témoignage de la bobine et de l'inconnu, également de Margot Barré qui pourra nous amener une première prise de recul. Et ensuite, on ouvrira un temps d'échange entre nous, de questions, réponses, précisions, d'initiatives à partager ou de besoin d'avancer plus loin pour peut-être, si on arrive à terminer, par peut-être, est-ce qu'il y a des envies, des perspectives de porter en collectif, soit des réflexions, des sujets ou des endroits de travail ensemble pour creuser ces réflexions autour des comités de jeunes, de programmation? Est-ce qu'il y a besoin de support et de soutien de l'endroit collectif, par exemple, qui est la Fédélima? Mais voilà, ça c'est un petit peu le chemin de cet après-midi. On va commencer tout de suite d'une manière croisée avec Mathilda et Luna. Je voulais vous demander, Mathilda et Luna, comment était venue l'idée au sein de vos structures? Alors, même si vous l'avez un tout petit peu dit déjà, mais comment c'est parti, cette idée d'ouvrir une action de programmation, voire de création, à des personnes de votre territoire, qu'elles soient adultes ou plus jeunes? D'où c'est parti, avec quelle intention et quelles envies? Mathilda, peut-être? Carrément. Nous, en fait, c'est très attaché à l'historique de la structure. Tout simplement, La Bobine, c'est une asso qui a 26 ans. Elle n'a pas toujours été en lieu là où elle est. Mais en tout cas, dès le départ, c'était un projet uniquement bénévole. Et puis petit à petit, sont venus s'ajouter des salariés. Mais la participation bénévole est restée vraiment au cœur du projet. Et ça a toujours été la première commission, c'était une commission autour des concerts, donc uniquement musicale. Mais c'était la base du projet, quoi. C'était on décide en fait en collectif, qu'est-ce qu'on programme et puis petit à petit, ils ont amené, d'autres commissions et la commission jeune public, il me semble que c'était la troisième. Aujourd'hui, on en a 7 sur 7 disciplines différentes et c'était la troisième qui s'est créée par, juste la volonté des bénévoles en fait, qui étaient présents et présentes au CA. J'ai échangé justement, il y a 1 heure avec, la personne qui était, un peu à l'origine de tout ça, qui me disait que, juste, c'était un CA de potes qui faisait, depuis longtemps des événements, des concerts et puis, en fait, ils ont commencé à vieillir et à avoir des enfants et ils se sont dit: «Bah, en fait, c'est trop dommage qu'on puisse pas, accueillir nos enfants dans ce lieu-là, qu'il y ait pas de proposition, pour ces enfants-là, leurs enfants et puis, bien sûr, ceux des autres». Mais ils ont commencé un peu à gagner cet intérêt-là, par, leurs problématiques, en fait, intimes et personnelles et puis, petit à petit, ça s'est structuré, à l'époque, ils avaient, 15, dates de spectacles jeune public, dans l'année. Ils faisaient surtout du jeune public musical, mais en fait, ça a commencé en 2008. C'était assez peu développé, le jeune public musical. Donc en fait, ils se sont mis aussi à programmer de la marionnette, du théâtre et cetera et du coup, cette pluridisciplinarité, elle est restée très forte dans l'ADN de la commission. Mais en tout cas, ce qui est et peut-être pour situer aussi mon regard et qui va peut-être, créer des méthodes pas forcément reproductibles dans toutes les structures, mais nous, c'est vraiment, le fonctionnement par commission est très, attaché à l'identité même de la structure et petit à petit, il y a des commissions qui sont nées comme ça, qui se sont transformées aussi, qui ont évolué en fonction des envies des membres, bénévoles et donc on n'a pas cherché à créer cette commission, elle s'est créée d'elle-même, en fait et petit à petit, la Bobine l'a un peu institutionnalisée en donnant un budget, en rémunérant une personne pour faire la coordination. Parce qu'au tout début, c'était uniquement les bénévoles qui faisaient la communication, la prod, tout en fait, l'accueil et cetera. Du coup, ça leur faisait quand même un travail assez conséquent et aujourd'hui, il y a, depuis, ouais, une dizaine d'années, des coordinateurs ou coordinatrices qui accompagnent cette démarche-là pour, à la fois faire la production des événements, mais aussi pour coordonner, pour, s'assurer que, comment est-ce qu'on régule les dynamiques, potentielles de pouvoir, entre les bénévoles? Comment est-ce qu'on empouvoire les bénévoles de la commission? Donc voilà un peu pour l'historique et aujourd'hui, on a 7 membres dans la commission jeune public.
C'est des membres adultes, par contre, c'est pas une commission d'enfants. Voilà. Et Je sais pas donc, si l'équipe salariée, elle est arrivée dès le début, elle est arrivée en soutien à ces ouais, commissions de bénévoles. Ouais, c'est ça. ouais, ouais, Et du coup, exactement. ça explique beaucoup, aujourd'hui le fonctionnement, le positionnement que nous, en tant que coordinatrice de prog, on a par rapport aux commissions. C'est qu'on n'est pas, c'est pas des bénévoles qui sont là pour nous ou pour, nourrir le projet. C'est le projet qui est là pour, répondre aux envies des bénévoles, en fait. Mhm. D'accord. Et à l'inconnu, Luna, d'où est partie la réflexion? Alors, oui, nous aussi, on fonctionne pas forcément en commission, on appelle ça des comités. Donc on a un comité de programmation, un comité pour l'accompagnement. Donc du coup, il y avait déjà ces 2 comités qui étaient en place, mais après ça fait pas longtemps qu'ils sont en place, ça fait quelques années. Mais il y avait déjà ce fonctionnement en comité. C'est vrai que nous aussi, comme à la Bobine, on est une structure qui a un fort investissement des bénévoles qui sont très présents, dans la structure. Donc du coup, c'était un questionnement aussi, vu qu'il y avait une demande, comment les impliquer un peu plus. Et c'est la même chose qui s'est passé pour le projet dont je parlais tout à l'heure, le projet avec les jeunes. C'est qu'on est dans un quartier où il y a plus de 44% des habitants qui ont moins de 25 ans. Et il y a beaucoup de jeunes qui utilisaient déjà la structure, mais juste pour se poser, pour être par là. Et ça vient d'eux, ils ont demandé à devenir utilisateurs de la structure. Donc on a monté un, un projet pour eux, quoi, qui répondait à leurs demandes. Et en fait, au fur et à mesure du projet, ils avaient de plus en plus envie d'utiliser cette structure. Donc, le studio d'enregistrement, le studio de répétition, rencontrer des artistes. Et donc là, c'est là où le projet est en train d'évoluer. On est encore sur une année assez charnière parce qu'on est en train de balancer d'un projet que on a proposé à un projet que eux gèrent, on va dire. Pour l'instant, ils ont juste des demandes, donc ils cherchent à s'investir de plus en plus. Et donc, du coup, on se fait accompagner par Margot et le Labo des Cultures pour voir comment on peut accompagner au mieux ces jeunes qui sont des ados. Et qui veulent programmer des choses, qui veulent utiliser la structure et qui veulent aller un peu plus loin dans l'utilisation de cette structure. Merci, Luna. Mathilda, dans les comités de programmation, et notamment ceux que tu coordonnes, comment ça se passe pour les personnes qui sont donc adhérentes ou bénévoles de la structure et tout le monde peut y aller? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce que vous avez formalisé des outils pour accueillir les personnes au sein de ces comités? Est-ce que si j'arrive à Grenoble, je peux demander à intégrer les comités? Comment, d'un point de vue un peu pratico-pratique, comment vous accompagnez et accueillez les personnes? Comment vous communiquez aussi pour ouvrir ces comités? Alors du coup, chaque commission à la Bobine elle est autogérée, elle a ses spécificités. Donc c'est la commission elle-même qui décide de ses conditions d'accueil de nouvelles membres, etc. Et du coup, pour celles que je coordonne, en tout cas sur les spectacles, elles ont assez en commun le fait qu'il n'y a pas d'expertise demandée, il y a pas de, on ne demande pas aux gens d'envoyer un CV ou de connaître, d'avoir des connaissances spécifiques. L'idée, c'est que justement, chacun et chacune a sa propre expertise à son endroit et que du coup, il n'y a pas de prérequis demandés. Officiellement, le cadre qu'on s'est donné à la Bobine, c'est que le bénévolat est ouvert à n'importe qui souhaite devenir bénévole et puis chacune choisit l'engagement qu'il ou elle a envie d'y mettre. Et normalement, c'est les bénévoles qui, à force de fréquenter la structure, finissent par intégrer des commissions de programmation quand il y a des places qui se libèrent, parce qu'on a un nombre limité de places, sinon ça serait ingérable. Euh, et du coup, quand il y a un ou une membre qui part, on accepte de recruter une nouvelle personne. On a deux, trois règles, notamment sur la parité. L'idée, c'est qu'il y ait au moins 50% de chaque commission qui soit composée de femmes ou de minorités de genre. Pour, pareil, ces questions-là de répartition du pouvoir, que ce soit pas juste des commissions d'hommes qui programment. Voilà. Et du coup, sur les règles, mais en fait, ça fonctionne aussi beaucoup par cooptation. Il y a parfois des bénévoles qui rejoignent plutôt d'abord par une commission, puis qui finissent par infiltrer la vie bénévole à plein d'autres endroits. C'est assez souple en fait à cet endroit-là.
Après, on est assez clair sur le fait que c'est pas un endroit, c'est pas pour se créer un poste ou rentrer dans la bobine. Donc, il n'y a pas du tout d'enjeu pour les personnes de se professionnaliser à la bobine. Par contre, il y a plein de personnes qui rentrent dans les commissions pour apprendre un peu des compétences professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire de programmer? Qu'est-ce que ça veut dire de comprendre une fiche technique? Comment est-ce que on parle à des artistes? Comment fonctionnent les réseaux professionnels, etc. Et voilà, et du coup, dispositif d'intégration, ça se fait assez sur l'informel. En fait, il y a beaucoup ce côté très humain des commissions. Et du coup, quand il y a une nouvelle personne qui veut nous rejoindre, en général, on fait un repas tout ensemble avec les bénévoles déjà là. On accueille les nouvelles personnes et on leur explique le fonctionnement de la commission, dans vraiment le concret de comment on fait des sorties ensemble, comment on programme, etc. Et en fait, la personne, on l'accompagne comme ça. Et on a aussi un peu une attention quand on fait des réunions, etc., à répartir la parole, à faire en sorte que comment est-ce qu'on contrebalance les questions de légitimité de ça fait pas longtemps que je suis dans la commission ou une membre historique, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ces débats-là. Donc en fait, l'intégration, elle se fait un peu à tout moment de, du- de la participation à la commission, quoi. Et du coup, la taille critique des commissions, le nombre dont tu parlais, c'est quoi? Sur la commission jeune public, je crois qu'on est limité à 8, mais pour l'instant on est 7, donc on n'a pas atteint le nombre maximum. Mais après, encore une fois, c'est assez souple. Sur la commission art de la rue, on s'était dit qu'on était limité à 10. Et en fait, il y a deux nouvelles membres qui avaient envie de rejoindre la commission. Et comme il y a un peu des anciennes qui commencent à s'essouffler, ils se sont dit, bah, c'est chouette qu'on puisse rajouter deux nouvelles personnes. Ça fait qu'on peut leur transmettre un peu justement, leur transmettre tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années-là et puis partir petit à petit. Donc, c'est aussi un peu extensible, mais là, on n'a jamais dépassé les 12 par contre sur les commissions parce qu'après, ça demande aussi. En fait, 12 personnes, ça veut dire c'est 12 personnes qui mettent de leur énergie. C'est 12 personnes qu'on accompagne en festival pour qui on finance les sorties culturelles, etc. Donc, on a envie de le faire bien et de le faire pour chaque personne de la commission. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir des commissions extensibles où on ne pourrait pas prendre soin du parcours de chaque personne, quoi. Et vous voyez combien de fois par an à peu près ou par trimestre? C'est quoi le rythme de vos échanges? Sur la commission jeune public, on se voit à 3 réunions un peu formelles. Donc, il y a la réunion de programmation qui est en février. On a la réunion de rentrée un peu. Là, on l'a fait la semaine dernière pour se retrouver après l'été, lancer un peu la saison, se redire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire cette année, les festivals où on a envie d'aller, etc. Et une réunion en fin d'année, enfin en fin de saison plutôt, un peu bilan. Comment est-ce qu'on a vécu l'année? Est-ce qu'on a envie de rester ou pas? Est-ce qu'on a envie de modifier des choses pour les prochaines années? Mais après, on se retrouve à plein d'endroits parce qu'en fait, on va voir tout ce qu'on programme en spectacle. On programme que des choses qu'on a vues en vrai, en collectif. Donc, on se déplace beaucoup, soit à Grenoble pour aller voir des spectacles ensemble, soit en festival. On se cale des temps de festival financés par la Bobine. Donc, en fait, on se retrouve à plein d'endroits et les échanges artistiques, notamment, se font beaucoup dans ces moments autour des spectacles, autour de ces moments de retrouvailles. Et puis, des fois, on fait un peu des apéros ou des pique-niques, des choses comme ça un peu plus informelles. Mais il y a vraiment ces 3 temps délimités dans l'année qui sont importants. Et Hmm. la commission spectacle, c'est le même fonctionnement. Et du coup, chaque commission, enfin en tout cas les deux commissions dont tu nous parles, elles sont comment autonomes sur le niveau de décision et de décision budgétaire, économique. Elles choisissent les spectacles dans une enveloppe définie. Comment ça se négocie? C'est ça. En fait, la bobine a une enveloppe générale pour l'artistique. Et ensuite, en fait, on fonctionne en sociocratie. Alors, il faudrait que je vous montre avec un petit schéma, mais en gros, on a des cercles de décision. Et le principe, c'est que chez les salariés comme chez les bénévoles, les personnes qui sont impliquées par une décision sont associées à la décision. Donc, par exemple, les commissions, elles sont associées aux décisions sur le budget. Et pour ça, on appelle ça la COCOM, c'est la commission des commissions où chaque commission envoie 1, 2 ou 3 représentants, représentantes pour décider un peu de c'est quoi les remontées. Est-ce que le budget qu'on a eu l'année dernière, il était suffisant ou pas? Est-ce qu'on a besoin de plus? Si on n'a pas plus, est-ce qu'on fait moins? Est-ce qu'on fait autrement? Est-ce qu'on se redirige vers une prog moins chère? Enfin voilà, tout ce cadre budgétaire, en fait, il est discuté globalement avec toutes les commissions. Donc chaque commission fait remonter un peu ses revendications et toutes les commissions se mettent d'accord. Et après, on peut demander à dépasser l'enveloppe, par exemple, si le CA l'année dernière nous avait donné une enveloppe budgétaire de 20 000 €
toutes les commissions. On peut nous demander plus, mais par contre, le CA, ils ont aussi cet enjeu stratégique de voir où est-ce qu'ils mettent de l'argent. Mais par contre, le CA n'intervient pas du tout dans la répartition de cette enveloppe entre les commissions. Il nous dit juste, en fait, si on met plus d'argent sur l'artistique, on se casse la gueule, donc ça marche pas. Donc, il nous donne un peu le cadre général, mais c'est les commissions elles-mêmes qui négocient le nombre de dates et le budget qu'on a par date. Merci Mathilda. Luna, toi, dans la rencontre du coup avec les adolescents, adolescentes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont venus un peu autour de la structure, en fait, ils sont venus un peu spontanément de ce que j'ai compris autour de la structure. Et petit à petit, ils ont cherché à rentrer en contact avec vous. Ça s'est passé comme ça, la rencontre? Oui, c'est ça, ils sont venus nous voir en nous disant qu'ils écrivaient déjà des textes, qu'ils avaient envie d'enregistrer, ils ne savaient pas trop comment faire. C'était une demande de leur part, en fait, oui, de commencer à utiliser la structure. Mais ils ne savaient pas trop comment faire, du coup, ils demandaient de temps en temps à des personnes qui sortaient de la structure. Et ça a mis du temps avant qu'on comprenne bien qu'ils voulaient vraiment utiliser la structure. Et donc, du coup, c'est moi qui suis repartie vers eux et qui ai commencé à un peu plus structurer, à travailler avec d'autres partenaires du territoire aussi qui s'occupent de ces jeunes pour savoir comment mieux structurer le projet, savoir comment les faire parler aussi, savoir ce qu'ils voulaient vraiment et pouvoir monter le projet au plus proche de leurs envies à elles et eux. D'accord. Et alors, du coup, le groupe, il est resté pour l'instant avec ce groupe qui était là un peu en demande ou vous l'avez ouvert ou élargi à d'autres personnes? On l'a ouvert et élargi à d'autres personnes parce qu'ils ont commencé à organiser des scènes ouvertes et donc nous parler du fait qu'ils sont passés sur scène, qu'ils ont créé des choses, qu'ils sont accompagnés dans l'écriture de leurs morceaux. Donc ça a commencé à s'étoffer un petit peu et donc on a plus de jeunes qui sont venus. Et là, on a une conversation WhatsApp avec tous les jeunes qui ont participé de près ou de loin au projet et on propose des temps forts soit de sorties concerts, soit des stages, soit des open mic, des moments comme ça où ils s'inscrivent dessus, toujours accompagnés aussi par les partenaires, mais on est plusieurs sur cette conversation et ça se passe un peu comme ça, tranquillement, on propose des choses et ils viennent. Et après, l'idée, c'est un petit peu aussi comme toi, Mathilda, on organise des repas où là, il y a plus de choses qui se passent et ils commencent à donner, à dire un peu plus là où ils veulent aller et après, on construit en fonction. Et quand tu dis les partenaires, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, donc on travaille avec le centre animation jeunesse on s'est rendu compte qu'ils connaissaient très bien ces jeunes aussi. On a une association de prévention spécialisée aussi qui connaissait les jeunes et qui proposait un accompagnement aussi personnalisé autour de certains de ces jeunes. Et il y a aussi des animateurs de la ville qui sont des animateurs qui les connaissent très bien. Donc on a rassemblé ces partenaires-là pour le bon déroulé du projet. Donc c'est ces partenaires qui viennent les chercher, on s'occupe de la mobilisation tous ensemble. D'accord. Et donc là l'étape un petit peu de vos réflexions, c'est de passer de cette demande initiale à une envie plus affirmée d'être intégré pleinement à la construction du projet de l'inconnu. C'est bien ça l'étape où vous en êtes? Oui, c'est ça, complètement. Ils ont commencé à demander s'ils pouvaient eux-mêmes inviter des gens sur scène, des copains et d'autres personnes qui avaient aussi des projets musicaux. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va commencer à se pencher sur la question. Et donc là, on commence à être accompagné par Margot et le Labo des Cultures pour savoir comment mettre en place ce comité de jeunes qui cherche à organiser des événements et qui est intéressé là-dessus. Après, il y a plein de questions qui se posent sur l'engagement, sur comment on structure ce comité. Donc, on est en train de se faire accompagner là-dedans. Mais c'est vrai que ça part vraiment d'une demande des jeunes, quoi. On est en train d'évoluer dû à leur demande. Donc, d'où la nécessité de se faire accompagner parce que personnellement, j'ai jamais fait ça. Donc merci Margot d'être là et de m'aider à structurer ce comité.
Merci Luna. Mathilda, quels sont toi en tant que professionnelle, du coup, la salariée de la Bobine, quelles difficultés ou dans le mode de fonctionnement que tu nous as décrit ou écueils tu t'es amené à rencontrer? Quels sont les points un petit peu plus sombres de cette organisation et au contraire, ce que tu vois toi comme effet bénéfique, comme endroit comment dire, de joie et puis d'effets complètement positifs, à la fois sur le projet de la bobine, mais peut-être plus largement sur les interactions aussi avec les personnes sur le territoire. Est-ce que toi, tu as ce regard-là? Comment ce recul, comment tu peux le partager? Ouais, alors sur les difficultés, il y a déjà des difficultés un peu pratiques nos spectacles jeunes publics, c'est le mercredi en journée et du coup, ça limite aussi, les personnes qui pourraient être bénévoles dans cette commission, il faut être disponible au moins quelques mercredis par an. Parce que ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que les personnes qui sont dans la commission de programmation, elles sont aussi là sur les événements. Vu qu'elles programment, elles font la programmation, elles sont aussi là pour, accueillir, l'événement. Et du coup, ça nécessite aussi de la disponibilité, pour faire toutes ces réunions-là, pour accueillir les spectacles. Donc, il y a quand même cette limite-là on ne peut pas accueillir n'importe qui. De fait, c'est beaucoup, soit des personnes qui sont au chômage, soit des mamans, qui travaillent pas ou, des intermittentes, enfin des personnes qui n'ont pas un rythme très très structuré. Enfin pas très structuré, mais je veux dire un rythme de journée, classique quoi. Donc il y a cette première limite et un peu proche, dans cette limite de qui est-ce qu'on peut accueillir, il y a aussi, moi ce que j'aimerais bien travailler là sur les prochaines années, c'est des limites, sociales aussi. Il y a, quand même une forme d'homogénéité, de milieux sociaux des membres, de la commission et de personnes qui s'intéressent déjà au spectacle jeune public. Il y a et des personnes qui travaillent, dans le jeune public et d'autres, pas du tout, qui sont juste intéressées, à titre personnel, mais il y a aussi des personnes qui travaillent plutôt dans le secteur culturel. Enfin, c'est quand même des personnes qui sont déjà touchées, par le secteur culturel, soit, en étant public, soit en étant professionnel et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on puisse aller toucher, d'autres types de personnes, parce que je trouve que justement, en éprouvant là, avec les personnes qui sont déjà ici, dans toutes les commissions, toutes ces joies, hem qu'on peut avoir dans les commissions et j'ai envie de voir si ça peut marcher aussi dans d'autres contextes, sociaux. Donc pour moi, le principal écueil, c'est plutôt celui de la reproduction sociale, mais voilà. Et est-ce que sur ton entrée professionnelle, vous avez suivi à la bobine une formation spécifique à l'animation de ces comités? Parce que j'imagine doit y avoir de l'aide ou du soutien à la décision, parfois j'allais dire conflit, mais sans forcément de heurts, mais de pas d'accord commun. Comment toi aussi en tant que salarié, qui a un poste de coordination dans une structure de musique actuelle, comment tu as intégré ça dans tes fonctions pour aller au-delà, par exemple, de programmer par toi-même un spectacle, accueillir, mais Mmh. d'accompagner des personnes à prendre des décisions, être d'accord, assumer des choix, tenir une ligne éditoriale, par exemple. Est-ce que t'as un parcours ou une formation spécifique liée à la bobine? Comment on devient coordinatrice aussi d'une commission? C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a pas de parcours, ça existe pas une formation, devenir coordinatrice de programmation et donc ça se construit avec plein de petits ajouts de parcours, quoi. Ce qui est en tout cas, sur les recrutements à la bobine, le critère principal, c'est d'avoir bossé dans l'associatif. Et du coup, c'est ça un peu la formation sur le tas, d'avoir bossé dans l'associatif, d'avoir éprouvé, justement ce rapport au conflit, ce rapport au pouvoir, ce rapport au collectif, en fait. Et donc déjà ces expériences-là préalables, nos expériences de formation plus, universitaires, mais moi j'avais pas forcément une formation en animation, plus, juste dans la conduite de projet culturel, quoi. On voit un peu des choses sur l'animation, mais assez peu. Et puis après, il y a tout ce qu'on apprend sur le tas, à la fois en étant à l'écoute des bénévoles parce que des techniques qui vont marcher dans une commission vont pas du tout marcher dans une autre parce que c'est pas du tout les mêmes personnes, il y a pas le même historique et cetera. Donc c'est beaucoup, comment dire? De l'écoute en fait des forces en présence et de qu'est-ce qui se passe, vraiment là. Et par ailleurs, au sein de la WIN, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en sociocratie, on éprouve beaucoup ces questions-là. On est, souvent amené
On change tout le temps d'animateurs et d'animatrices sur les cercles de décision, et cetera. Donc en fait, ces outils d'animation, on les utilise au sein de notre équipe salariée aussi et ça nourrit, le regard aussi, dans les commissions, quoi. Merci Mathilda. Luna, toi, à l'étape où vous en êtes sur enfin, la structuration et la constitution de ce comité de jeunes, qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu attends de l'accompagnement du Labo des Cultures? Qu'est-ce qui te manquait et qu'est-ce que tu attends de cet accompagnement pour consolider ce comité de jeunes? Alors oui, c'est ce que tu disais, Mathilda, c'est qu'il n'y a pas de formation non plus en coordination de comité, de commission. Donc, ce- le besoin, c'était de savoir comment fonctionnent des comités, comment on anime des comités, comment on écoute, comment on libère la parole des jeunes, comment on est sûr que ce soit leur parole à elles et eux et non pas la parole que quelqu'un d'autre leur a donnée. Donc, c'est aussi beaucoup d'outils d'animation que Margot m'a transmis. Euh, Beaucoup de fonctionnement, comme d'avoir des intervalles réguliers, des rendez-vous réguliers où on se rassemble, avoir des outils pour coordonner ces moments-là. En fait, c'est des outils sur comment animer, coordonner et structurer les comités de jeunes pour qu'on arrive à faire émerger des véritables décisions et qu'on puisse avancer dans le projet toutes et tous ensemble. Merci Luna. Margot, ben, je crois que la passe est faite. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur les endroits de... Ah, pardon, Mathilda. Oui, je voulais rajouter des 2-3 petits trucs que j'ai pas eu le temps de enfin, Vas-y, tu m'as vas-y. posé la question et du coup, j'ai pas eu le temps de compléter, j'ai pas répondu sur la partie un peu des écueils, mais du coup, il y a aussi des petites joies que je voulais vous partager parce que c'est assez important dans pourquoi on le fait, aussi à la bobine et je pensais à 2 choses qui relient un peu sur ta question du territoire. Le fait d'être 7 aussi dans une commission, ça permet d'avoir 7 regards, en fait et 7 personnes qui peuvent se déplacer, rencontrer les compagnies, aller aux sorties de résidence et cetera. Et du coup, ça nous donne aussi, cette force-là d'avoir un regard plus grand sur, moi, mon poste qui est, comme beaucoup de gens dans la culture, très surchargé. Je peux pas aller voir, tout le temps et du coup, de pouvoir être plein à aller voir des choses, ça nous donne aussi, je pense, un meilleur ancrage, sur notre territoire artistique. Mhm. Et la deuxième joie que je voulais vous partager, c'était surtout sur ce que ça fait aussi sur les membres, de la commission de programmation, où on essaye en tout cas, moi j'essaye de porter ça dans mon animation, mais que ça émancipe les personnes et que les personnes apprennent à faire des choses, mais aussi se sentent, empouvoirées en fait dans cette démarche-là, qu'elles sentent que leur voix a une valeur, leur regard artistique a une valeur et dans les faits, moi, je trouve ça extrêmement riche quand on sort d'un spectacle, d'échanger ensemble, sur le spectacle en lui-même. Déjà, la plupart du temps, elles me font changer d'avis, et moi, je les fais changer d'avis. Enfin, en fait, on se nourrit énormément, mais même sur, la construction d'une programmation, de comment est-ce qu'on s'adresse à différents âges, et cetera. Moi, en plus, j'ai pas d'enfants dans ma vie, proche, alors qu'il y en a plein des membres de la commission qui sont mamans, donc elles ont aussi leur regard de maman, sur des choses, aussi, basiques que les horaires de représentation, par exemple et sur le regard artistique et sur, les âges de la vie. En fait, elles ont aussi, on a toutes nos expertises à des endroits. Moi, j'ai mon expertise sur la prod, quoi et en plus sur le regard artistique, elles ont des expertises à leurs endroits et de mélanger tout ça, c'est hyper fort à la fois, pour la bobine, mais aussi pour chacune des personnes et je suis toujours hyper touchée, quand je parle avec les bénévoles de savoir, qu'est-ce que ça leur a apporté la bobine et en général, c'est beaucoup de joie aussi. Merci beaucoup, Mathilda, pour ces précisions. Du coup, Margot, je te repasse la parole. Est-ce que par rapport du coup, à ce qu'on vient d'échanger, tu peux peut-être nous repréciser, nous représenter plus finement les endroits d'action du Labo des Cultures et puis ce que ça t'inspire toi aussi par rapport à votre expertise et votre expérience sur ces comités de jeunes? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Labo des Cultures, donc, il a été créé il y a maintenant 5 ans. Il a été conçu donc, sur cette volonté d'innover dans le champ de la médiation culturelle et de changer, de faciliter aussi les interactions entre les arts des personnes des territoires.
Et donc, pour ce faire, nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir changer les rapports entre les équipes professionnelles, des publics, des artistes, en donnant une place différente aux personnes et ne plus faire pour, mais plutôt avec et pourquoi pas par les personnes. Euh, donc, pour cela, on pense, on soutient et on forme donc à ces questions de participation et d'engagement citoyen et citoyenne grâce à plusieurs projets, et notamment donc l'accompagnement à la coordination et la structuration de projets auprès des jeunes. Pourquoi le public des jeunes, des adolescents et des adolescentes Parce que donc au début du labo, on a lancé un chantier de recherche qu'on a appelé un cycle d'expérimentation pour l'adolescence, qui nous a permis d'observer faire un état des lieux des initiatives envers les jeunesses en France et à l'étranger. Ça a résulté en une enquête qui a recensé plus d'une vingtaine de projets qui décalent les pratiques professionnelles et les positions des jeunes au sein des institutions culturelles. Elle nous a permis cette enquête de mesurer en fait la participation des groupes des jeunes à la vie des structures et leur implication sur le territoire en reprenant par exemple si vous connaissez l'échelle de la participation de Sherry Einstein. Ce que je pourrais c'est vous partager ensuite via Stéphanie cette enquête pour que vous puissiez aller un peu plus loin dans nos écueils. Mais donc, grâce à cette enquête, on a pu identifier déjà des typologies de projets, des façons de faire, des objectifs et aussi les impacts que ces projets-là pouvaient avoir autant pour les personnes qui participaient, pour les jeunes, mais aussi sur les facilitateurs, les facilitatrices, médiateurs, médiatrices ou bien même accompagnants et accompagnantes de ces projets. Donc, notamment dans les impacts, on peut avoir des avancées en termes d'émancipation pour ces jeunes-là, de découverte de l'engagement citoyen, de l'appréhension de ce que c'est la vie associative ou la vie et les prises de décision en groupe, et aussi notamment et aussi surtout l'offre culturelle de leur territoire et la construction de leur appétence culturelle. Et donc, comme je disais, on a aussi pu voir comment les décalages en termes de pratiques professionnelles étaient nécessaires à la mise en place de ces projets et les prises de conscience qui sont nécessaires aussi par nous toutes et tous pour mener à bien justement la mise en place de projets participatifs avec les jeunes, mais aussi, comme Mathilda a pu le montrer, avec toute personne. Ces projets-là, donc on les a rangés justement sous un terme générique parce que, comme je vous disais, des typologies multiples, des façons de faire multiples. Et donc, ce terme générique, on l'a appelé comité culturel de jeunes, mais c'est pas forcément comment ces projets se définissent ou se présentent quand nous, on les interroge sur leur pratique. Donc, il nous permet de les décrire, de les recenser et de comprendre comment une forme de mise en relation et de partage se concrétise réellement sur les territoires et à l'intérieur des institutions culturelles. Pour vous donner un peu plus de concret sur justement ces typologies, ces missions qu'on va avoir au sein de ces projets, on va avoir justement une envie des professionnels de partager leur mission au sein des structures avec les jeunes. Donc ça peut être
partir de la création de contenu multimédia sur une programmation, sur des engagements de la structure. Donc, on va avoir aussi de la pratique artistique, de la rencontre avec des artistes, comme le disait Luna, et on va parler un peu plus de Get Lucky du projet juste ensuite. On va avoir aussi des questionnements autour de la coprogrammation et même jusqu'à la codécision, comment on peut prendre des décisions ensemble avec les jeunes pour nos lieux. Ces projets-là, on les a autant observés dans des milieux ruraux que dans des milieux urbains, périurbains, avec des équipes très différentes, des scènes nationales, des SMAC, des associations, des services culturels de municipalités. Donc vraiment, avec évidemment les temps, les ressources humaines et financières qui peuvent varier. Donc en fait, le fait de pouvoir faciliter ne vient pas forcément de la structure en tant que telle et de ses moyens, mais plus aussi d'une envie du médiateur, de la médiatrice ou de l'équipe de vraiment intégrer ces jeunes à leur façon de faire. Est-ce que tu veux peut-être qu'on commence à parler de Oui, Get tu Lucky de Get Lucky, vas-y. Donc Get Lucky, le projet de Luna sur lequel donc elle vous a un peu parlé. Nous, c'est donc l'IDAC, l'agence départementale de la Gironde, qui est venue nous chercher justement sur ces questions-là pour accompagner 4 porteurs et porteuses de projets à la mise en place de projets de comités culturels de jeunes dans leurs institutions. Et donc, ce qui est intéressant avec le projet de Luna, c'est qu'on a ces jeunes qui sont venus les chercher, une année aussi de tests, de rencontres, d'apprivoisement des uns et des autres, qui a justement permis, dans un premier temps, de faire groupe, que ce soit avec les jeunes, mais aussi avec les partenaires. Ça, j'y reviendrai ensuite, mais c'est une étape assez clé aussi de la structuration du projet qui est en ce moment mis en place. Et donc l'idée là, comme le disait Luna, c'est de basculer vers une prise en main des décisions et de la participation par ces jeunes. Et pourquoi ? Parce que aussi on est dans des objectifs qui se rapprochent d'abord l'envie de les sensibiliser, tout simplement, à ce que l'inconnu peut proposer, mais aussi ce que le territoire a à offrir comme découverte artistique et culturelle. Comme le disait Luna et puis Mathilda aussi, on est aussi sur des structures où la vie associative est vraiment motrice dans les activités. Donc cette envie de les faire participer, prendre part à cette vie associative et à ces décisions et à ces activités. Et puis l'envie aussi d'avoir finalement au sein du territoire des ambassadeurs et des ambassadrices finalement du lieu, comme peuvent l'être aussi les adultes, mais avec une vision peut-être différente d'une autre pardon, excusez-moi, d'une autre qui vient d'un autre endroit en tout cas. Et donc ces initiatives-là, nous, on essaye de les porter, on essaye de les conseiller, de les accompagner, parce que pour nous, elles sont déterminantes dans l'application des droits culturels sur nos territoires et dans nos institutions culturelles. Donc, les droits culturels, pour faire j'imagine que vous en avez tous et toutes déjà entendu parler de près ou de loin, peut-être même que c'est des outils avec lesquels vous travaillez au quotidien. Mais c'est pour nous une façon de favoriser les rencontres, la mixité, l'interculturalité et
de promouvoir des moyens d'expression citoyens et citoyennes. Et de fait, avec ces jeunes, de les intégrer à cette vie de la cité, en fait, et la vie de nos structures qui, finalement, ont des objectifs communs pour permettre ces rencontres et cette sensibilisation aux rencontres artistiques et culturelles. Et du coup, Margot, vous venez en soutien à la construction du projet, à l'outillage. Luna parlait d'outils et de formation. Vous transmettez des process. Votre endroit d'action, il est où au Labo des Cultures, par exemple, comme dans le projet Get Lucky que tu nous as partagé? Alors après, ce que j'ai pas mentionné aussi, mais ce qui du coup vient répondre à ta question, c'est qu'après notre enquête, comme on avait rencontré des professionnels de la médiation culturelle ou du milieu culturel et artistique, qui se posaient des questions, un peu comme vous toutes et tous aujourd'hui, sur cette manière d'intégrer les jeunes aux instances de décision et de participation de leurs institutions. On a mis en place et créé un réseau national des comités culturels de jeunes, donc il y a 4 ans maintenant, pour pouvoir échanger, débattre et se donner la possibilité de partager de la nourriture intellectuelle, de la méthodologie et apprendre des écueils et des possibilités de chacun et chacune. Et donc, ce qui nous a permis aussi de développer des formes de méthodologie interne à la mise en place et la construction et la facilitation de ces projets-là. Donc nous, on peut intervenir et on intervient à plusieurs échelles. Donc Luna, ça va être effectivement dans l'outillage de façons, de techniques de permettre au groupe de s'exprimer, de faire groupe aussi, de libérer la parole, comme elle disait, avec des outils qu'on a tous et toutes peut-être croisés un jour, c'est-à-dire d'éducation populaire, d'animation socio-culturelle, qui n'a rien de différent en fait de ce qu'on a pu peut-être vivre au sein de la vie associative. Donc c'est aussi remettre en lumière ces outils-là et de les adapter à la prise de parole et à l'émancipation de ces jeunes-là. Ensuite, on va aussi, et nous c'est une des clés qui nous paraît indispensable pour mettre en place ce genre de projet, accompagner à la structuration des partenariats pour ce projet-là. Notamment sur Get Lucky. Donc, comme disait Luna, ils sont allés petit à petit chercher les partenaires qui connaissaient les jeunes, qui connaissaient le territoire. Mais il y avait un gros enjeu pour l'inconnu et pour le développement de ce projet, de permettre aux partenaires de s'approprier ce projet, de se sentir en faire part et que leur parole soit valorisée et entendue par Luna, par les jeunes, pour pouvoir co-construire en fait ce projet-là. Donc pour nous, il est très important d'identifier ces partenaires-là et de faire corps avec eux sur ce développement de projet. Et puis finalement, là où on intervient aussi, c'est sur la valorisation de l'engagement et du projet et de l'engagement des jeunes. Ce qui nous paraît indispensable pour ces projets-là, c'est pas forcément de mettre en lumière la finalité. Par exemple, sur Get Lucky, on va avoir donc 4 open mic dans l'année. Nous, l'idée, c'était pas forcément de mettre en valeur ces open mic-là, de mettre en lumière le résultat, mais plutôt le process par lequel ces jeunes passent et aussi que Luna et ses partenaires passent pour pouvoir comprendre où la coopération se fait, que ce soit entre professionnels ou entre professionnels et jeunes.
Et donc, nous, c'est ici qu'on vient aussi donner des conseils, des techniques et des outils pour valoriser l'engagement des jeunes et pour permettre de potentiellement en sensibiliser d'autres, de sensibiliser aussi d'autres professionnels qui se poseraient des questions sur ces projets-là et qui auraient l'envie d'en développer, et aussi de sensibiliser les supérieurs hiérarchiques, les élus, pour les convaincre d'appuyer et de faciliter le développement de ces projets-là. Merci Margot. On va arriver sur la partie où vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions, demander des compléments d'informations. N'hésitez pas si vous avez déjà des premières questions ou besoin de précision, si vous avez noté ça. Hop. Voilà, soit vous manifestez, soit levez la petite main, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être en attendant que les questions arrivent, je vous demanderai peut-être à toutes les trois, la pire idée Stéphanie, nous t'avons perdu. se situerait où? Alors, moi, personnellement, je t'ai perdu, donc je n'ai pas entendu la Ah, question. pardon. Je disais la pire idée à avoir si on veut monter un comité d'adultes ou de jeunes, de partage de projets, de programmation ou de co-création, elle se situerait où? Ce serait laquelle, l'idée qu'il ne faudrait pas avoir en tout cas? Alors, Allez, Margot, je te sens prête. ce serait, alors, pas forcément la pire idée, mais la pire posture, je dirais. Ce serait l'idée qu'on apporte la vérité aux jeunes et se mettre en position de prescripteur et prescriptrice. C'est-à-dire que l'important dans ces projets-là, c'est de partir finalement des pratiques culturelles, informationnelles, de production de culture et d'art de ces jeunes-là, de la mettre en valeur et de s'appuyer sur elle pour créer de nouvelles façons de coopérer avec eux, pour qu'ils se sentent mis en valeur, qu'ils se sentent faire partie du lieu et finalement se faire partie juste euh, de la communauté citoyenne dans laquelle ils évoluent. Par exemple, si on se dit qu'on demande aux jeunes comment ils s'informent et on leur dit, ben non, en fait, tu devrais plus t'informer sur ce média-là ou sur cette plateforme-là pour trouver tes offres culturelles, ben là, on le froisse. Et là, on est sûr qu'il ne va pas revenir vers nous, on est sûr qu'il ne va pas venir nous demander de l'aide ou se manifester et manifester ses envies et ses intérêts. Mais accompagner, comprendre pourquoi il produit ces choses-là, pourquoi ça l'intéresse et comment on peut faire pour développer sa pensée et ses intérêts, c'est là où justement on adopte une bonne posture selon moi. Merci Margot. Mathilda, tu avais une réaction là-dessus, sur cette entrée-là? Oui, bah, je rejoins complètement la réponse de Margot. Voilà, c'est pour ça que je secouais les mains, c'était un signe d'acquiescement et je pense peut-être un deuxième truc qui est, peut-être un peu moins primordial, mais quand même important, c'est aussi de se dire que mettre en place des comités comme ça demande aussi du temps et des moyens et que c'est important de mettre du temps et des moyens, déjà pour valoriser ces commissions, mais aussi, ben, de pouvoir permettre, par exemple, nous, c'est pour, faire des sorties, culturelles, ensemble, mais aussi de donner les moyens de ces repas, donner les moyens de ces temps-là et que ce soit pas un truc, fait dans un coin, sans que toute la structure soit porteuse aussi de ça. Donc je trouve ça super intéressant ce que tu disais Margot de devoir convaincre les élus, la hiérarchie et cetera. En fait, si c'est juste un petit projet dans un coin, les pour moi, c'est hyper important que ça soit valorisé, à l'échelle du projet, quoi, parce que c'est vraiment des projets très riches et que sinon ça peut juste retomber sur soi-même, si c'est pas valorisé, entièrement. Merci. Et pour toi, Luna, le piège dans lequel il ne faut pas que vous tombiez? Alors, avant d'être accompagnée par Margot, j'ai essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que quand on teste des choses, quand on propose des
par exemple des projets ou des choses à des jeunes et qu'ils ne s'en emparent pas ou qu'ils ne reviennent pas le lendemain, on sait très bien que ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc on voit très vite en fait les bons usages et les mauvais usages que listait Margot. Donc avec son expertise, elle sait bien, mais c'est vrai que tous les jours quand on teste des choses et qu'on voit qu'ils ne reviennent pas, on sait très bien qu'il y a quelque chose à changer. Donc après, nous, on est sur une expérimentation, donc on teste beaucoup de choses, mais il ne faut pas s'empêcher non plus de tester. Mais on voit vite les résultats, en tout cas avec les ados, on voit vite les résultats. Merci. Et peut-être pour rebondir justement sur ce mot test, j'ai l'impression que c'est aussi le cœur de ces projets-là, c'est qu'en fait rien n'est figé et que les choses elles évoluent en fonction des gens qui sont là et de pas se dire qu'il y a une recette et que parce qu'elle a marché cette année-là, du coup on va forcément la refaire, mais en fait se laisser la possibilité que ça évolue en fonction de. Enfin nous par exemple c'est les lignes artistiques qui évoluent en fonction des bénévoles. Ben, en fait c'est pas figé et justement c'est ça qui est précieux quoi. Merci. Exactement, je rebondis aussi là-dessus. Nous, c'est ce que je dis aussi dans le. C'est ce que je pense quand je dis aussi s'appuyer sur leur pratique, sur leur base commune. Si ces jeunes changent d'année en année, peut-être qu'on aura un projet. Une année de création artistique, l'autre ça va être de la coprogrammation, un autre ça va être de l'organisation d'événements, et comment on accompagne en fait ces envies-là plutôt qu'on les impose et on vient les forcer sur les personnes, et d'autant plus les ados. Et comme dit Luna, effectivement, on le voit très très vite en général avec les ados, s'ils sont satisfaits ou non. Et puis pour renforcer justement et compléter sur cette idée de projet parfois énergivore, parfois qui demande du temps, de l'argent, de la disponibilité mentale et de la coercion avec les supérieurs hiérarchiques et les élus. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut saisir l'opportunité en fait de faire différemment. Ça peut faire peur, ça on l'entend, et c'est l'idée que si les choses sont faites différemment, elles vont apporter automatiquement de nouvelles choses aussi, et des résultats des fois qui vont au-delà de ce qu'on aura pu expérimenter les fois d'avant. On va Là par exemple, je donne un exemple, mais on accompagne donc dans ces 4 porteurs et porteuses de projets aussi la ville de Floirac, qui depuis 2 ans mène un gros chantier avec donc une dizaine de jeunes qui ont commandité une création artistique à donc une metteuse en scène et un auteur sur des problématiques et sur un sujet qui leur tenait à cœur, c'est-à-dire les préjugés. Et donc, ils ont commandité donc cette création artistique et ils l'ont jouée au plateau. Moi, Et Margot, quand tu dis ils ont commandité, c'est les jeunes ou les la jeunes, ville de les jeunes? les Les jeunes. jeunes ont fait la demande de la création d'un spectacle. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que donc Floirac, la ville de Floirac s'est associée au centre social de la ville et une association d'éducateurs et éducatrices de rue, avec l'envie de permettre à des jeunes d'utiliser ces services comme des ressources, hein, et se mettre à leur service pour partir sur un projet quel qu'il soit. Donc après la mise en place d'expériences, hein, Mathilda en parle, de faire des rencontres autour d'expériences, de temps informels, de moments partagés. À ce moment-là, on leur a dit finalement, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous fait vibrer et de quoi vous avez envie de parler et comment on fait pour vous aider à ça. Et donc les jeunes ont dit, on a envie de faire un voyage et ce voyage, on a envie qu'il nous aide à parler de préjugés et on a envie d'en parler sous forme de création théâtrale. Et donc le service municipal, les éducateurs et les animateurs et animatrices se sont mis au service de ça. Ils ont fait en sorte de mettre toute la coordination, le financement et les ressources humaines pour ce projet.
Et en fait, ce projet, il est venu se nicher, ces résultats sont venus se nicher dans des endroits où on n'aurait pas pensé. Où en fait, on va avoir les familles qui étaient détachées des activités de leurs enfants, qui ont commencé à venir à l'espace culturel, faire à manger, amener les enfants, les ramener, et prendre conscience que ce que leurs enfants faisaient avait du poids et avait du poids sur eux, leurs activités aussi, et sur leur façon de se rencontrer, de créer du lien sur leur territoire. On a une jeune fille qui a osé s'inscrire maintenant au conservatoire, mais ça aurait pu être, je dis conservatoire parce que c'est là où elle s'est inscrite, mais ça aurait pu être continuer sa pratique théâtrale tout simplement dans une autre institution. On a aussi des projets qui se sont mis en place entre les éducateurs et éducatrices et le service municipal qui n'existaient, ces projets n'existaient pas avant, cette dynamique n'existait pas avant. Donc le fait de pouvoir se rencontrer autour d'un projet qui a du sens et de la participation et qui crée du lien, va créer automatiquement autre chose derrière. Mais effectivement, il faut être engagé dans le fait de comprendre qu'il faut du temps, il faut de l'énergie, mais ça apporte toujours autre chose derrière. Et ça me fait penser, enfin, pour rebondir aussi, peut-être un autre écueil ou point de vigilance, peut-être sur je crois que c'est important de délimiter le périmètre de pouvoir qu'on délègue à ces groupes ou à ces personnes, parce que ça va pas être le même aussi d'une structure à l'autre, et de vraiment se poser la question, en fait, quand on donne du pouvoir à quelqu'un, c'est aussi un pouvoir qu'on abandonne à un autre endroit. Et ça, c'est hyper important. C'est pas du tout la même chose si c'est un comité de jeunes qui va faire une programmation, mais parmi déjà une sélection préfaite par quelqu'un, il y a du coup un pouvoir de prescription qui est quand même gardé à un endroit. Et c'est pas forcément grave, mais ce qui est important, c'est peut-être de le nommer et d'être au clair avec soi-même sur ce qu'on délègue, et aussi d'être au clair avec les personnes qu'on implique pour pas qu'il y ait de déception ou d'attente de pouvoir qui en fait seront bridées à un endroit. Et ça, je crois que surtout sur après moi je parle de mon endroit sur la programmation où il y a c'est un endroit de pouvoir très fort, la programmation, et où en général c'est une seule personne ou un petit groupe de personnes qui décident, et du coup de l'agrandir, ça veut dire quelque chose, et il faut prendre la mesure de ça, et voilà, être au clair avec les périmètres qu'on donne, quoi. Est-ce que parmi vous toutes et tous, il y a des personnes qui sont en réflexion sur la création ou l'intégration de personnes dans le projet, dans des comités, commissions? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez ou des freins que vous rencontrez? N'hésitez pas à partager, hein, parce qu'on est aussi là pour peut-être trouver des pistes de solutions ou de réflexion collective. Ben moi, en fait, je peux peut-être prendre la parole. Vas-y, alors Charlotte, Pardon. vas-y. Charlotte, Nous, en fait, on est aussi en réflexion sur comment monter des comités de programmation ou impliquer plus nos bénéficiaires dans des choix de programmation. Mais je me pose pas mal de questions parce que cette année, je tente d'impliquer les parents, bien évidemment, mais aussi les enfants dans ce choix de programmation. J'ai eu une première réunion là la semaine précédente avec les parents et les enfants, sauf que je prends bien conscience aussi que en fait les enfants, tant qu'ils n'ont pas du concret à se mettre sous la dent, il est difficile pour eux de faire un choix sur telle ou telle proposition artistique. Donc voilà, s'il y en a qui ont déjà tenté de bosser, bon là j'ai bien compris toute la partie travail avec les ados, etc., qui a été tentée avec Luna, mais si d'autres ont déjà œuvré plutôt avec des petits. merci Charlotte. Alors, il y avait Ludivine à la source et puis la Cité musicale à Metz. Excuse-moi, je n'ai pas ton prénom. Voilà, mais Ludivine, tu veux y aller? Ouais. Oui, bonjour. Alors oui, moi c'est une réflexion que j'ai entamée il y a quelques temps, parce qu'en fait on avait eu un comité d'usagers à la source. Donc nous on est un établissement culturel municipal, musique actuelle, enfin musique au sens large, avec 3 salles de concert, un conservatoire et des studios de répétition.
et un petit peu d'accompagnement aussi. Donc c'est une structure qui est assez particulière parce que vraiment ciblée musique, mais municipale. Et il y a eu un comité d'usagers il y a quelques années. Bon, moi, je m'occupe de la programmation depuis juste avant le Covid. Et, donc, ensuite, j'ai commencé la programmation un peu comme tous les programmateurs travaillent. Et je me suis rendu compte qu'au comité d'usagers, il ne se passait pas grand-chose. Et puis surtout, j'ai entamé une grosse réflexion avec mon master et de direction de projet culturel que je suis en ce moment. Et évidemment, on se rend bien compte qu'il y a des projets municipaux qui peuvent être hors sol et qu'il serait temps de les réorienter pour être plus en lien avec la programmation et avec avec les habitants et avec le territoire. Donc, pour moi, le comité de jeunes, c'était une des façons de pouvoir travailler avec, avec des personnes qu'on a un peu de mal à toucher et de voir aussi à notre niveau, en tant que structure culturelle, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour favoriser la participation citoyenne, enfin l'engagement démocratique des jeunes, et comment la culture peut être encore un levier d'émancipation et pas juste un loisir culturel qui touche surtout les bobos du territoire. Donc, donc grosse réflexion et puis surtout je me rends compte que quand on commence à faire évoluer sa posture de programmation vers quelque chose de plus participatif, c'est pas forcément facile. On doit quand même toujours être vigilant, de pas toujours se retrouver dans les mêmes schémas de travail. Et c'est une posture qu'on doit faire évoluer, c'est assez long. Et puis aussi, il doit y avoir un processus d'accompagnement au changement aussi d'une équipe qui a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu long. Donc pour l'instant, je suis un peu toute seule. On a une nouvelle direction qui vient de la jeunesse, donc ça aide aussi, je pense, à réorienter le projet sur ce comité de jeunes, notamment. Que dire d'autre? Donc pour l'instant, c'est à l'étape de projet. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est assez compliqué. On a eu des émeutes, le bâtiment a en partie cramé. On est un peu en sous-effectif, donc on n'a pas trop le temps. Mais donc j'ai sollicité le Labo des Cultures pour m'accompagner. On doit se recontacter dans pas longtemps, mais là j'ai un peu la tête dans le guidon. Mais voilà, c'est un processus qui est en cours me concernant et j'essaye petit à petit d'influencer l'équipe pour faciliter la réalisation quand le moment sera venu, quoi. Merci Ludivine. On y croit. Je te passe la parole aussi. Tu nous reçois la personne de la cité musicale. Excuse-moi, j'ai pas. Pardon. Pardon. Florence. Florence, enchantée, Florence. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes de l'équipe qui sont avec moi. Donc, Cité Musicale Metz. Donc, nous, c'est pareil, on est dans une démarche qui est un petit peu différente parce que la Cité Musicale Metz regroupe. Alors déjà, c'est un établissement public de coopération culturelle. Donc, on n'est pas une structure associative et qui regroupe 3 salles, 2 salles de musiques actuelles, dont une qui est dans un quartier politique de la ville, et puis je dirais un grand auditorium, l'Arsenal, et puis on a aussi un orchestre symphonique à l'intérieur de la structure. Donc effectivement, on est en pleine réflexion sur comment essayer d'intégrer davantage nos publics et notamment les habitants du quartier politique de la ville où est implanté la BAM dans notre projet, et sachant que n'étant pas un projet qui est né, je dirais, d'une démarche associative, voilà, tout ce qui a été évoqué, qui est dans l'ADN de certains projets, n'existe pas vraiment chez nous. Donc, on est plutôt aujourd'hui dans une démarche qui est de voir comment on peut aller vers nos publics et notamment vers les habitants pour essayer de mieux les intégrer. Alors, on a tenté déjà quelques projets, alors notamment un projet plutôt en direction des étudiants qui a été monté avec l'Université de Lorraine et le Crous, où en fait on construit avec les étudiants, avec un groupe d'étudiants, une soirée où ils interviennent à la fois dans la programmation, la production,
la communication. Et effectivement, alors c'est très intéressant, mais c'est très, très, très chronophage. Et on se rend compte qu'on a du mal à... Enfin, c'est compliqué aussi pour les équipes en interne de changer de posture et effectivement de laisser la place aussi aux étudiants dans ce process. Mais en tout cas, on en est à la 3e édition et ça fonctionne plutôt bien. On a expérimenté aussi un comité des petits programmateurs avec des enfants. Donc ça, pour la première fois cette année, dans l'idée justement de les emmener voir 3 spectacles dans la région et qu'ils puissent ensuite en choisir un qui sera programmé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait aller plus loin et notamment voir comment intégrer les habitants du quartier pour peut-être construire une soirée avec eux dans l'année, mais avec plein de questions qui se posent, sur lesquelles on n'est pas très outillé, sur déjà comment mobiliser ces habitants, comment on les fait venir dans notre structure, comment on constitue un groupe qui soit représentatif aussi du quartier et qui soit équilibré, sur combien de temps ça se construit. Voilà, on est vraiment dans ces réflexions pour voir quels peuvent être les bons interlocuteurs et comment éventuellement se faire aussi accompagner sur cette question. Merci Florence. Est-ce que par rapport à la question de Charlotte, certains ou certaines ont eu des expériences avec des enfants plus autour de la primaire, Charlotte, à peu près c'était ça, en termes d'âge? Ou Margot, toi, est-ce que vous êtes spécialité sur les ados et la toute petite enfance, mais est-ce qu'entre deux, il y a d'autres ressources possibles ou d'autres structures qui peuvent répondre à ces enjeux que tu connaîtrais ou vers lesquels s'orienter? Il y a ton micro qui est coupé, Margot. Oui, je serais partisane de justement pas se dire qu'il y a une façon de faire pour un certain âge. Je vous invite notamment à voir, à lire ce que un sociologue qui s'appelle Camille Penny écrit justement sur l'adolescence et sur l'enfance, qui dit que finalement, en termes de pratiques culturelles, de parler d'enfance et d'adolescence, la petite enfance c'est un peu particulier donc c'est à part, mais enfance et adolescence finalement ça n'existe pas au regard de pratiques culturelles qui finalement on se rend compte sont les mêmes qu'un adulte, qu'un enfant de 6-8 ans. On retrouve des intérêts qui sont pareils, effectivement qui évoluent, mais qui au final sont un peu les mêmes. Donc je serais partisane de dire que on fait comme avec une personne, on lui propose des expériences pour créer du lien avec lui ou elle. On essaye d'insérer de l'informel, de la rencontre, pour ensuite trouver des points communs et des endroits de rencontre où ensuite on peut développer une discussion et une prise de pouvoir et une émancipation. Donc je pense, en tout cas, moi, ça serait la première chose qui me viendrait à l'esprit pour répondre à cette question. Après, juste, c'est sur peut-être l'endroit de la rencontre et du contact qui n'est pas toujours évident parce que, ou par exemple, alors les ados là ont une autonomie qui leur a permis de venir à l'inconnu, une autonomie de mobilité juste, mais du coup, avec les plus petits, donc il y a la mobilisation des parents, mais comment aussi, tu vois, casser un peu aussi les repères sociaux, les codes sociaux de personnes déjà enclines à venir dans les lieux, dont parlait Mathilda aussi au tout début. C'est cet endroit de jonction aussi qui n'est pas tout le temps évident, je trouve, à trouver pour aller vers vraiment des personnes qui n'ont pas soit des plus petits, enfin, vous Charlotte, c'est enfants-parents, le comité que tu souhaites? Alors, c'est enfants-parents, mais il y a des temps aussi où moi, je m'appuie sur mes collègues de l'enfance-jeunesse pour consacrer des temps, notamment aux parents, sur des questions un peu budgétaires, un peu, je dirais, entre guillemets, chiantes pour les enfants. Et je me dirige vers les enfants sur des questions un peu plus artistiques, de visionnage de teasers, genre de choses qui peuvent être un peu plus sympas. Voilà, mais alors quand on disait primaire, il n'y a pas que, parce que j'essaye d'intégrer aussi des maternelles à l'idée. Donc, je peux avoir des enfants à partir de 4 ans, par exemple. Merci.
Mais je suis quand même assez partisane aussi je pense qu'il n'y a pas de façon, en fait. L'idée, c'est, la question est un peu venue de moi hein, sur cette question des comités de programmation, mais au final, je me rends bien compte qu'il n'y a pas une manière de faire et qu'au final, je pense que, il faut aussi peut-être tester des choses parce qu'on connaît aussi un peu les personnes avec qui on s'engage dans le comité, les parents, les enfants, on les connaît. Enfin, c'est des gens qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc peut-être que effectivement, favoriser les temps informels, provoquer les rencontres, c'est déjà, je pense, une grande chose qui permettra plus tard et qui nous donnera peut-être plus tard une belle implication dans le projet culturel. Et puis aussi ne pas, enfin on en a aussi parlé, favoriser les partenariats parce que finalement, ça va être grâce, aux relais d'assistantes maternelles, par exemple aux AVS, aux animateurs socioculturels, des accueils périscolaires, voilà, s'appuyer aussi sur ces personnes qui ont une connaissance de ces enfants et de ces familles pour pouvoir justement assurer une mixité aussi hein, et développer ça. Se dire qu'en fait, le partage professionnel intersecteur pour ce genre de projet, il est primordial. Il est vraiment primordial. En tout cas, de ce qu'on a pu en observer et ce qu'on a pu en éprouver. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou points d'étape ou questions, réactions? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des besoins que vous auriez pour aller plus loin ou pour répondre à vos propres questionnements qu'on n'a pas évoqués? Émilie de l'ASCA. Moi, je voulais évoquer, donc l'ASCA, c'est un centre culturel pluridisciplinaire à Beauvais, dans le champ, donc on est SMAC pour la musique, et puis aussi cinéma d'art et d'essai et pôle art numérique. Alors côté musique, on n'a pas encore développé de projet participatif, mais voilà, moi j'aimerais bien qu'on s'y mette sérieusement. En revanche, l'année dernière, côté cinéma, on avait lancé la guilde pour les 16-20 ans. Donc là, on avait fait un appel à des passionnés, enfin aux jeunes passionnés de cinéma. Et il y avait un rendez-vous tous les 15 jours, le vendredi soir, convivial, avec soit pour regarder un film dans la salle de cinéma, soit pour discuter cinéma. Et c'est les jeunes qui ont proposé eux-mêmes leur projet de l'année, qui était de faire un marathon ciné et de créer un escape game dans tous les locaux de l'ASCA. Et voilà, donc notre médiatrice cinéma les a accompagnés tout le long de l'année là-dessus. Et voilà, ça a été une belle réussite. Voilà. Merci Émilie du partage. Et du coup, tu nous as dit tous les vendredis, enfin un vendredi sur deux, c'est ça? Tous les 15 jours? Alors, je sais À peu plus si près. c'était tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, mais c'était quand même Ouais. assez régulier, oui. Et c'était le vendredi soir à 18h, je crois. Et là, en termes de dynamique, il n'y a pas eu d'essoufflement? Les jeunes sont restés investis sur ce rythme-là? Oui, ils sont restés investis toute l'année. Et malheureusement, après, voilà, il y a eu du turnover dans l'équipe. Donc là, on n'a pas relancé en ce début d'année, mais bon, j'espère que on le refera. Merci. Mathilda, peut-être, est-ce que vous avez imaginé, vous voyez des évolutions possibles dans votre fonctionnement ou des choses vers lesquelles, des choses que vous voudriez tester ou ça fonctionne comme ça pour l'instant et vous êtes, enfin, vous avez des envies un peu d'aller plus loin dans la participation, Oui, bah, qui est on a déjà toujours des légitime, envies. hein, Ouais, on a toujours envie de faire plus ou différemment. Là, en plus, on a un moment un peu charnière où on réécrit notre projet associatif.
globale de toute la bobine. Donc là, on est en train de plancher un peu sur, à la fois sur l'extérieur, donc on va faire une analyse du territoire pour aller voir, aussi à l'échelle de notre territoire, du quartier, de Grenoble, de l'Isère, est-ce que la bobine se situe à un endroit pertinent par rapport en fait, quand on a commencé à faire du jeune public, par exemple, il y avait, très peu de propositions de jeune public, pendant les vacances scolaires, alors que maintenant il y en a beaucoup. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur notre territoire et du coup, tous ces éléments-là vont aussi nous servir à nous demander: «Est-ce qu'on est toujours au bon endroit?» et du coup, comment les commissions peuvent se positionner par rapport à ça. On va aussi faire une analyse, interne, auprès des bénévoles pour voir si on répond toujours aux envies, aux attentes des bénévoles. Donc déjà là, on a un gros chantier à venir et je peux pas encore vous dire qu'est-ce qui va en émerger parce qu'on vient de le commencer. Moi, il y a un peu j'essaye là cette année d'associer beaucoup plus les bénévoles sur, la partie accompagnement. Parce qu'on fait aussi de l'accompagnement, de musique, mais aussi de spectacle, à la bobine et du coup, j'emmène, de plus en plus les bénévoles avec moi sur, des temps, plus pro, par exemple des temps de rencontre avec les compagnies où on parle juste de calendrier de créa et de choses comme ça, mais en fait, c'est hyper, chouette que les bénévoles puissent participer à ça. Pareil de les emmener sur des temps pro et cetera, donc j'essaye un peu de s'il y a une appétence, et en l'occurrence dans la commission jeune public, c'est assez le cas, de les amener plus sur, ce terrain-là pour pas avoir que la partie programmation, mais aussi voir tout le travail en amont qui peut nourrir le regard, de programmation et l'autre, chose que j'aimerais expérimenter, mais là pour l'instant je suis un peu, à court d'outils et de temps pour m'y pencher, vraiment, mais c'est par rapport à l'écueil que je soulignais tout à l'heure d'avoir des personnes différentes dans la commission et du coup j'aimerais bien qu'on puisse faire, on fait déjà un gros travail avec, Stéphanie qui est chargée d'action culturelle et qui fait aussi partie de la commission bobinette, depuis 10 ans. Elle fait un gros travail sur le quartier, autour de la bobine et moi j'aimerais bien que les personnes, qui travaillent déjà avec elle, on travaille avec les maisons des habitants, avec les centres sociaux et cetera, avec, en gros les structures sociales du quartier, avec des maisons des femmes aussi, ou des initiatives beaucoup moins institutionnelles et structurées et j'aimerais bien que, peut-être, quelques personnes de ces collectifs-là puissent, trouver de la force aussi dans un collectif comme les commissions de programmation et en particulier sur le jeune public, que ce soit, des personnes qui travaillent dans la petite enfance ou des personnes qui ont des enfants ou des personnes, juste qui se disent, «J'aimerais bien découvrir, ce que c'est le spectacle jeune public et la programmation». Donc voilà, j'aimerais bien aller trouver un peu de c'est pas trouver des nouvelles personnes, mais plus, proposer ce cadre à des personnes qui savent pas qu'il existe et que si elles ont envie de s'en saisir, elles puissent et je pense que comme c'est assez peu balisé, aussi c'est pas très lisible pour des personnes qui sont très loin de ces projets culturels. Donc voilà, moi mon envie, c'est un peu d'aller tester ça, sur les années à venir. Merci. Florence. Oui, peut-être une question à nos trois intervenantes qui ont du coup pas mal expérimenté déjà de projets sur le nombre de personnes qu'on peut impliquer dans ce type de comité de programmation. Donc là, sur les comités, Mathilda, tu évoquais entre 8 et 12. Voilà, quel est enfin, est-ce qu'au-delà d'un certain nombre de personnes, ça devient compliqué d'organiser ce type de comité? Enfin, voilà, quel est un peu le retour d'expérience aussi là-dessus? Je pense que déjà, il y a un nombre un peu minimum aussi pour avoir une vie, de commission, cohérente, quoi. Nous, à un moment, la commission Mobilette, on n'était que 4 membres actifs et ça devenait un peu compliqué pour, aller faire du repérage et créer une émulation. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, nous, à notre échelle, en dessous de 5 bénévoles, c'est pas très confort et je pense que, ouais, au-delà de 12, en fait, ça devient plus très confort parce qu'aussi, il faut qu'il y ait la place pour chacun et chacune d'exprimer ses idées. Par exemple, juste sur la réunion de programmation, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a un tableau et chacune peut, suggérer n'importe quel spectacle à condition qu'elle l'ait vu, dans le tableau et ensuite on en débat. Mais du coup, si on est, 20 personnes à avoir vu chacun, 3 spectacles qu'on aime, ça fait tout de suite, énormément de propositions et du coup, on peut pas toutes les traiter, correctement, non plus et on peut pas, donner un temps d'écoute, suffisant à chaque, personne, à chaque projet. Donc pour nous, on s'est dit 12 max parce que pour l'instant, c'est le chiffre
au-delà duquel on remarque que ça devient vraiment trop compliqué et je pense aussi que quand on est trop nombreuses, il y a un peu un phénomène de gens qui se désinvestissent, qui sont un peu, là sans être là, un peu des membres fantômes quoi et du coup un petit nombre ça fait aussi un collectif qui est plus resserré, plus cohérent et c'est plus facile d'organiser des sorties ensemble, voilà, je sais pas les autres, vos expériences, sur le nombre? Luna, vous êtes combien actuellement dans le... Pardon, Marco. Non, je disais, Luna, justement, vas-y. Ouais, du coup, nous, dans notre projet, sur la conversation, il y a 20 personnes, mais il y a un noyau dur de 8 personnes qui sont 8 jeunes qui commencent à être bien investis dans le projet. Mais quand on fait des rendez-vous, des stages, des choses comme ça, il n'y a jamais plus de 10 personnes, plus de 10 jeunes. Et on fait attention aussi, s'il y a très peu de jeunes, mais qui sont quand même motivés, de ne pas être plus d'adultes que de jeunes aussi, parce que des fois, ils ne se sentent pas très à l'aise non plus. Donc, il faut un minimum aussi et un maximum. En tout cas, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Merci, Luna. Oui, effectivement, on voit que ces projets qui tendent vers le qualitatif ont besoin aussi d'un cocon et de pouvoir se... Après, c'est au ressenti de l'accompagnant aussi, hein, finalement, mais effectivement, on arrive après, quand on est plus d'une douzaine, d'une quinzaine, là, à avoir justement une qualité de groupe qui se perd. Après, on peut entendre que ce soit des enjeux moins entendables par les directions et par les élus, hein, mobiliser autant de temps, autant de financement et d'énergie pour un groupe de 7, 8 jeunes. Mais comme je disais tout à l'heure, les retombées sont décuplées. Donc, encore une fois, c'est un décalage des pratiques qui se fait. Maintenant, c'est toi qu'on n'entend pas, Stéphanie. Je disais merci, Margot, et je disais, Ludivine, si tu veux reprendre la parole, n'hésite pas. Oui, merci. En fait, j'avais une question à poser à Mathilda. S'agissant de son analyse, enfin, de l'analyse du territoire. Je voulais savoir comment elle était menée, si ça faisait appel à une structure extérieure ou si vous la menez vous-même à la bobine. On l'amène nous-mêmes. Après, on s'est nourri d'échanges avec, par exemple, des personnes de la FEDELIMA. Mais il n'y a pas de personne extérieure qui va mener cette analyse et par contre, c'est aussi une démarche participative. Tout est participatif globalement à la bobine et on fait tout en collectif et dans nos bénévoles, il y a aussi des gens, pas qui ont fait spécifiquement des analyses de territoire, mais il y a des gens qui bossent dans les statistiques ou dans l'animation ou dans des secteurs, très différents et qui aussi ont un regard un peu, extérieur à en fait, la question principale, c'est à quoi on sert sur notre territoire et du coup, des personnes, je pense dans le groupe de travail, par exemple, il y a un bénévole qui travaille dans le milieu du sport. Du coup, ça a rien à voir, a priori avec, l'objectif de la bobine et en même temps, du coup, il apporte un décalage bah, justement à quoi on sert pour des personnes extérieures, qui sont juste publiques ou voire pas publiques. Enfin voilà, du coup, cette démarche, on l'a co-construit ensemble, avec, les bénévoles et les salariés qui ont envie de s'y impliquer et pour l'instant, en termes de méthodo, on a, délimité un peu les types d'acteurs et d'actrices qu'on avait envie de rencontrer, pour nourrir notre regard, sur, qu'est-ce qui a bougé sur le territoire ces derniers temps et quelles sont les évolutions qui sont anticipées, pour l'instant et du coup, quel rôle nous, on peut jouer, là-dedans et donc on a identifié comme ça des grosses patates, d'acteurs et d'actrices et on a pris, 1, 2 ou 3 acteurs, actrices, par grosse patate pour aller les rencontrer. On a établi une grille, d'entretien, ensemble pour ensuite, décliner et aller voir tous ces acteurs, actrices, à la fois dans le secteur social, militant, mais aussi, des musiques actuelles, du spectacle, des bars aussi parce qu'on a un fort axe sur notre bar. Enfin voilà, d'aller voir un peu des acteurs très différents. Ok. Merci, Mathilda. Marianne.
Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille au 99 bis qui est dans le bassin minier et qui est un site, anciennement, industriel reconverti en équipement, culturel avec une salle de concert, qui s'appelle le Métaphone, que peut-être vous connaissez pour certains d'entre vous. Et on est en prémisse d'une réflexion sur effectivement la mise en œuvre de comités de programmation et de comités aussi, d'habitants, qui pourraient un peu rêver ce lieu. Parce que justement une des problématiques, c'est que, le lieu est très fréquenté, mais pas forcément, par ses habitants les plus proches. Et la question c'était, est-ce que ces comités, pour ceux et celles qui les ont expérimentés, donc là particulièrement, Luna et Mathilda, sont vraiment probants en termes d'appréhension, du projet, de la programmation, par, ces comités? Enfin, si ça fait des petits, si ça suscite de l'intérêt, si ça fait, un rayonnement, s'ils deviennent vraiment les ambassadeurs, de la structure. Merci Marianne. Alors Luna, qu'en penses-tu de ce début d'expérience? Est-ce que tu sens des retombées sur le projet de l'inconnu qui dépassent le projet Get Lucky? Alors oui, avec les jeunes, par exemple, pour donner juste un exemple, on voit une modification parce que, par exemple, au début, ils disaient qu'ils aimaient qu'un seul style de musique, puis ils ont fini par venir à plein d'événements qu'on proposait, plein de concerts différents, et ils ont commencé à dire, à réussir à formuler ce qu'ils aimaient plus, ce qu'ils aimaient moins, et ils ont fini par dire, en fait, on a envie d'aller voir aussi ailleurs sur d'autres événements, donc là, il faut qu'on essaye de les accompagner sur voir comment on peut faire pour aller voir des événements ailleurs. Donc, il commence aussi à inviter des personnes du territoire à venir chez nous. On a des familles qui viennent. On se retrouve des fois pour s'occuper des petits frères, des petites sœurs, les grands-mères aussi qui arrivent. Donc, via ce comité de jeunes, j'ai l'impression qu'il y a un engouement qui se crée, en tout cas dans les familles de ces jeunes-là, qui ont l'air super contents en tout cas du projet, commencent à en parler de plus en plus. Certains sont entrés dans notre école de musique aussi. Tu donnais cet exemple, Margot, avec Florac, mais ils commencent à demander de plus en plus. On a des voisins, des voisines qui viennent. Donc, nous, on a vu une évolution là-dessus. Bien sûr, c'est encore en cours d'évolution, mais à notre petite échelle, on voit déjà cette modification-là. En tout cas, dans notre salle de concert, lors des concerts, il y a plus tout à fait les mêmes personnes qui viennent, et on en est très contents. Merci beaucoup, Luna. Mathilda, tu vois les effets sur les personnes au-delà de celles qui participent aux commissions? Ouais, je rebondis un peu sur le mot que tu as utilisé d'ambassadeur et d'ambassadrice. J'ai l'impression qu'il y a aussi un ambassadeur, ambassadrice à plein de niveaux. Donc, je pense que là où ça marche le plus, enfin, où il y a plus de retombées, c'est sur les bénévoles. En fait, il y a beaucoup de cooptation ou de bénévoles qui s'en parlent entre elles et eux. Et c'est comme ça que beaucoup de bénévoles arrivent, notamment dans les commissions. Donc, c'est plutôt à cet endroit-là. Un peu sur les compagnies, parce que du coup, parfois, les bénévoles, les membres de la commission vont connaître des compagnies ou vont finir par les rencontrer, artistiquement à des moments, et du coup ça fait un peu connaître notre fonctionnement, à la bobine. Mais sur les publics, pas tant. Après, ça dépend vraiment des commissions. Je pense que, par exemple, la commission slam, beaucoup plus, parce que, c'est des fervents, habitués du slam, qui vont aussi à toutes les autres soirées slam, de Grenoble. Donc du coup, forcément, ils font connaître les soirées slam de la bobine. Et un peu sur la commission, hors les murs, c'est un truc qu'on expérimente depuis 2 ans, justement avec Stéphanie qui est chargée d'action culturelle. En fait, c'est une commission justement un peu, à part, qu'on est en train d'expérimenter là, qui est pas partie d'envie de bénévoles de la bobine, mais de la demande des maisons des habitants. C'est l'équivalent des MJC, mais version Grenoble. Du coup, les maisons des habitants et habitantes, du quartier, qui nous ont demandé, en fait, est-ce qu'on pouvait, ramener des concerts sur leurs animations d'été, qui sont des animations, pour les familles qui partent pas en vacances. Et du coup, les premières années, on a accepté, et
on amenait des groupes, qui étaient issus de la commission, des apéros-concerts, donc c'était quand même une programmation faite par les bénévoles. Mais, petit à petit, Stéphanie, en construisant ça, s'est dit: «Mais en fait, c'est pas pertinent que ce soit des bénévoles qui sont habitués à programmer à la bobine, qui programment ailleurs qu'à la bobine. En fait, peut-être que c'est les personnes de ce territoire-là qui sont les plus à même de choisir quels groupes, sont appropriés pour leur territoire à eux». Et donc du coup, elle a commencé à monter cette commission qui a pas trop de nom pour l'instant. On l'appelle un peu la commission, hors les murs, mais le nom est en construction parce qu'on n'est pas satisfait de ce nom-là. Mais où là, il y a un peu plus un effet de, vu que c'est les voisins et les voisines, en fait, qui programment, du coup, il y a plus de gens du quartier qui viennent, parce qu'il y a ce bouche à oreille, qui fonctionne. Mais on est sur des échelles de tout petits concerts qu'on organise dans le quartier avec des jauges de 80, 100, 120 personnes, quoi. Donc, mais ça quand même par rapport à la première année où on l'a fait, il y avait déjà plus de monde du quartier. Les gens avaient plus identifié qu'il se passait ça. Donc il y a un peu cet effet d'ambassadeur et d'ambassadrice, sur cette commission-là, mais, et un peu sur la commission concert, j'ai l'impression sur les réseaux un peu, underground, punk et cetera. Parce qu'encore une fois, il y a ce truc de bouche à oreille, entre passionnés, quoi. Mais c'est pas en tout cas, nous, c'est pas l'effet qu'on recherche. Du coup, je pense qu'on le mesure pas forcément beaucoup et qu'en tout cas, on l'incite pas forcément. Mais, voilà, c'est très hétérogène selon les commissions, quoi. Merci. Margot, toi, est-ce que de tes différents accompagnements, il y a des compléments que tu peux partager sur ces effets induits par au-delà des groupes eux-mêmes? Oui, évidemment, comme le disait Luna, Mathilda et puis moi aussi tout à l'heure, déjà on voit une diversité dans la fréquentation des lieux, hein, qui de fait par finalement ces jeunes qui étaient publics captifs, on voit que finalement c'est les parents, les connaissances, les pères qui deviennent captifs des propositions de ces enfants donc, et de ces jeunes, donc c'est assez intéressant à voir comme bascule. Et puis ensuite, l'idée aussi pour pérenniser ces projets et qui aident justement à les faire connaître, à les faire accroître, c'est cette notion d'ambassadeur et d'ambassadrice dont vous parlez, où les jeunes eux-mêmes deviennent, les jeunes ou bien même, enfin, voilà, moi je parle de jeunes puisque, c'est mon public d'observation, mais bon, Mathilda, vient d'en parler, très bien, heu, c'est de pouvoir montrer ce qui se passe dans un lieu, montrer que c'est possible de se l'approprier et ces gens en fait, en sont, la preuve puisque, ils participent à ces activités-là, et donc ils sont vraiment une ressource, hem, pour, autant nous, nous sommes ressources pour eux pour mettre en place leurs envies et heu s'exprimer et prendre part, mais ils sont aussi, au final une ressource pour nous dans le sens où ils viennent parler et faire connaître les activités, la programmation, les démarches artistiques, hem, donc c'est une grande richesse de rencontres et donc de liens qui se tissent petit à petit. Merci. Moi, j'avais peut-être une question, Margot, que j'ai oublié de te poser en complément. Tout à l'heure, tu parlais de valoriser les process plus que forcément les finalités. Est-ce que tu as un exemple concret d'outils de valorisation de ces process? Est-ce que c'est du récit de projet? Quel outil on peut utiliser pour quand on veut valoriser justement ces process de construction collective? Bien sûr. Nous, quand on parle de cette valorisation, on parle aussi de valorisation des acquis, des compétences. C'est encore quelque chose dont on n'a pas abordé, mais ces jeunes, lorsqu'ils, hem, participent à la programmation, ils participent à l'organisation d'un festival, à la création, d'une pièce. On a des jeunes et des personnes en règle générale qui, hem, acquièrent des compétences, des façons d'être, des façons de faire, et donc nous, tout l'enjeu aussi, c'est de valoriser ces compétences potentiellement pour une future, hem,
carrière professionnelle ou du moins valoriser l'engagement. Et donc, on conseille souvent de mettre en place déjà une charte de l'engagement dans ce projet, mais aussi de délivrer à la fin des carnets justement qui prouvent l'engagement de ces jeunes, qui parlent de leur mission. Ça peut être par exemple avec le carnet bénévole de France Bénévolat, hein, qui peut être délivré par vos structures directement pour acter justement ce geste de bénévolat des jeunes, et qui peut ensuite être reconnu par Parcoursup, par un employeur, par Pôle emploi. Voilà, donc l'idée aussi derrière ça, c'est de leur permettre d'être un tremplin, que ce soit pour leur engagement personnel ou bien professionnel. Donc ça, c'est une forme de valorisation du parcours qu'on encourage à mettre en place. Merci beaucoup. Nous avons le temps peut-être pour un dernier tour de questions si vous en avez, ou de partage d'initiatives, enfin voilà, n'hésitez surtout pas. On arrive un petit peu au bout de nos échanges, mais s'il vous reste des interrogations, des besoins de précision, de partage, c'est le moment. Comme disait Margot aussi, on vous partagera avec l'enregistrement de ce webinaire, on partagera, Margot, l'étude dont tu parlais au début. Voilà, si on a quelques ressources, on vous repartagera ça via les listes de discussion. Aucun problème. Mais là, pour le live et l'échange entre nous, c'est le moment. Peut-être pour conclure, Mathilda, Luna et Margot, aux personnes qui hésiteraient encore à se lancer, effectivement, on l'a vu aussi en termes de mobilisation, de temps, de changement de posture, aussi que ça implique des fois quand on est dans des postures professionnelles depuis longtemps. Mathilda, tu as aussi parlé de la notion de partage de pouvoir, partage de responsabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui hésitent ou qui rencontrent des freins pour ce type d'espace partagé, pour se jeter à l'eau? Qu'est-ce que vous leur donnerez Margot, si tu peux mettre un mail peut-être dans le chat. Super. Qu'est-ce que vous leur direz pour tenter qu'il ou elle tente l'aventure? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi, que vous n'avez pas forcément expérimenté dans d'autres schémas de fonctionnement, mais qu'est-ce qui fait que se jeter à l'eau dans ces aventures, malgré les contraintes aussi, voilà, de fonctionnement, de petits groupes, de convaincre des hiérarchies, des budgets, enfin tout ce qu'on a traversé aussi cet après-midi. Qu'est-ce qui prédomine dans le fait de tenter l'aventure pour vous? Luna, comment toi tu en ressors de cette expérience? Alors, moi je pense en tout cas, moi je trouve que c'est une super expérience. Outre le fait que le projet soit chouette et que je sois contente d'être dans ce projet-là, ça m'a permis aussi de re-questionner mes modes de travail, de re-questionner aussi le projet de structure, qu'est-ce que fait cette structure dans ce quartier, pourquoi les jeunes n'osaient même pas rentrer dans la structure, qu'est-ce qui se passait. Donc il y a eu beaucoup de questionnements et personnellement, ça m'a aidé aussi à mieux comprendre, en tout cas j'ai l'impression à mieux travailler en fait. Donc je trouve que ces projets sont super chouettes et je pense que ça a eu un impact aussi sur tous mes autres projets en médiation. Après, je suis consciente aussi que du coup, je suis dans une structure où le CA est pour ce genre de projet. Donc, je suis vraiment soutenue par la présidente, par la direction, par toute mon équipe. En fait, tout le monde est au courant et tout le monde est soutenu. Donc, un peu comme Mathilda, ça, évidemment, c'est plus facile. Mais en tout cas, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Donc, il faut être conscient que ça va prendre du temps, mais qu'il y a des superbes retombées, je trouve. Les concerts ne sont plus vus de la même manière, les personnes ne sont plus les mêmes dans la salle de concert. Et nous, on trouve ça très chouette, en tout cas. Donc, on en est très contents et on espère, en tout cas, que ce projet va aller encore plus loin et qu'on va pouvoir mener ce comité de jeunes encore plus loin et voir si on peut faire aussi d'autres comités. Donc, c'est hyper inspirant tout ce que tu dis, Mathilda, avec le fonctionnement de la bobine. Je trouve ça vraiment super.
Donc, à voir si on peut aller encore plus loin dans le fonctionnement de la structure. Voilà. Merci beaucoup, Luna. Mathilda, toi, qu'est-ce que tu ressors de J'aurais mille choses à vous dire, je pourrais tenir 1 heure sur ce sujet. Mais après, je pense que c'est assez personnel, mais moi, ce qui donne du sens à mon travail et à pourquoi je travaille dans la culture, c'est ce rapport au collectif et de faire les choses ensemble. Ça donne du sens à la fois à moi, mais aussi à ma structure et aux personnes qui participent au comité de programmation. Je pense que ça nous donne de la confiance aussi ensemble et beaucoup de joie quand on sort voir des spectacles, qu'on est hyper excité, qu'on a envie de les accueillir. C'est pas la même chose d'aller voir un spectacle tout seul que d'aller le voir à 10 et de ressortir et d'en parler pendant 1 heure et demie. On n'a pas le même, moi, ça me rajoute beaucoup d'enthousiasme aussi dans mon travail. Je pense que aussi quand on a des échecs, c'est plus facile de les vivre à plusieurs et de se dire: en fait, peut-être que, par exemple, tel spectacle, on n'a pas réussi à remplir la jauge. En fait, c'est pas grave parce que le processus, comme tu disais Margot, le processus, c'est aussi important que l'artistique et en fait, on a choisi ce spectacle pour des raisons, collectives, artistiques qui nous ont touchés et cetera et en fait, déjà ça, c'est une réussite et ça permet de donner de la confiance et puis du coup les joies sont décuplées quoi quand on est contente, que, telle proposition sur un samedi ait trop bien marché, que les familles étaient très contentes et cetera, de le célébrer à plusieurs, c'est hyper fort, voilà, je pense qu'il y a ça apporte beaucoup de joie et je pense que ça nous donne aussi une forme de légitimité, d'ancrage, sur le réel, d'avoir, des personnes qui sont parents, des personnes qui sont, artistes, des personnes qui sont professionnels de la petite enfance et cetera. En fait, tous ces regards-là, ça nous donne un regard sur le réel quoi, qui est ancré et c'est hyper riche. Moi, ça me remet en question tout le temps et peut-être que c'est hyper déstabilisant, mais en même temps, moi, j'adore ce sentiment-là, en tout cas, d'être, remise en question tout le temps, sur, mon regard artistique ou sur comment on fait les choses et c'est super riche. Merci beaucoup, Mathilda. Margot, toi, qu'est-ce que tu ressors de ta posture encore différente, plutôt en soutien et en accompagnement, mais comment tu vois ce qui traverse ces projets-là? Moi, ce que je vois en tout cas, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans le discours de Luna et Mathilda, c'est vraiment trouver un sens justement à nos métiers, trouver un sens à la création artistique, la rencontre avec l'artiste, faire en sorte que justement, encore une fois, l'objet artistique ou culturel n'est pas une fin en soi, mais un outil pour créer du vivre ensemble, créer de la rencontre. Et nous, c'est tout ce qu'on défend au labo, mais c'est aussi ce qu'on voit dans ces projets-là et qui nous paraît important de préserver et de permettre de pérenniser ou d'impulser. Voilà. Un grand merci Mathilda, Margot et Luna pour vos contributions. Un grand merci à vous tous et toutes pour aussi vos contributions, votre qualité d'écoute. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À très bientôt. Et n'hésitez pas, vous avez vu aussi là un fonctionnement un peu réactif par rapport à des demandes ou des propositions sur la liste de discussion qui ont pu donner lieu à ce temps d'échange. Donc voilà, c'est aussi une des utilisations possibles des listes. En tout cas au mieux de ce qu'on peut répondre et mettre en place. Mais s'il y a des sujets comme ça à creuser qui peuvent nécessiter ou bénéficier d'un temps d'échange en 2 heures entre nous, c'est aussi possible. Donc n'hésitez pas. Et puis à très bientôt. Bonne fin de journée et puis on se retrouve très bientôt.